le drame de Crans-Montana a une résonance particulière en fait en moi quand j'ai appris ce qui s'était passé parce que globalement c'est des jeunes qui avaient ou qui ont le même âge que moi. Je sais par cœur ce que va être leur après, comment leur adolescence va être mis entre parenthèses, si je peux le dire joli. Il y a 2 semaines, on a tous été secoués par le drame qui a touché Crans-Montana. 40 personnes ont perdu la vie dans l'incendie et une centaine d'autres ont été gravement brûlées. Parmi les blessés, des dizaines de jeunes, la moyenne d'âge est de 19 ans. Des jeunes qui vont devoir apprendre à vivre après cet accident et avec ces brûlures. Il y a quelques jours, j'ai rencontré Julie, que vous connaissez peut-être sous son ancien pseudo 12 février. Elle a été gravement brûlée à 16 ans. Elle a accepté de nous raconter comment elle a grandi après cet accident, le chemin qu'elle a dû parcourir et comment s'est passée sa jeunesse. J'ai dû apprendre à faire le deuil de celle que j'avais été. Et c'est dur. Ma vie va continuer, même si je savais qu'elle serait plus jamais comme avant. Un témoignage qui peut donner des clés de compréhension aux blessés, à leurs proches et à tous sur comment réagir après ce genre d'accident. Je vous laisse avec son témoignage. Donc moi je m'appelle Julie Bourges, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux autour de l'acceptation de soi, de la santé mentale. Pendant longtemps on m'a suivie sous le pseudonyme de 12 février, c'était la date de mon accident. Et puis il n'y a pas longtemps j'ai changé pour remettre mon prénom et mon nom de famille parce que j'ai réalisé qu'en fait j'étais plus que ce qu'il m'était arrivé. Et je crois que c'est un joli message à faire passer aujourd'hui. Et là, tu as quel âge du coup et ça t'est arrivé à quel âge? Alors là, du coup, j'ai 29 ans et ça va faire 13 ans que ça m'est arrivé, donc j'avais 16 ans quand ça m'est arrivé. Et c'est pour ça que le drame de Crans-Montana a une résonance particulière en fait en moi quand j'ai appris ce qui s'était passé parce que globalement, c'est des jeunes qui avaient ou qui ont le même âge que moi. Et je sais par cœur ce que va être leur après, comment leur adolescence va être mis entre parenthèses, si je peux le dire joliment. Toi, tu as choisi de prendre la parole dans les médias, mais aussi sur tes réseaux. Tu as écrit une lettre Oui, tu l'as vu. hier, il me semble. Cet accompagnement, toi, il t'a manqué à l'époque? Exactement. En fait, la volonté de parler aujourd'hui dans les médias, c'est pas pour faire de la récupération, c'est pas pour reparler de mon histoire, j'en ai suffisamment parlé. La volonté de parler, en fait, elle vient vraiment du manque de représentation que j'ai subi à l'époque et qui m'a vraiment fait mal. Parce que quand on se réveille à 16 ans et qu'on a l'impression d'être la seule grande brûlée du monde et de France, on a besoin en fait, de voir, on a besoin de modèles de représentation. Et la lettre que j'ai faite hier au Grand Brûlé, qui dit que ça passera, c'est un peu ce que j'avais besoin d'entendre en fait, à l'époque. Et ton témoignage, il est important parce que justement, tu avais 16 ans et tu vas pouvoir nous raconter un petit peu comment tu as vécu les choses. Est-ce que toi, à l'époque, les personnes qui... Je ne sais pas si tu as rencontré des gens à ce moment-là, c'était peut-être des personnes plus âgées ou est-ce que tu as eu quand même ce regard un peu adolescent et est-ce que tu t'es sentie un peu comprise quand même dans... Moi, personnellement, au début, quand je me suis réveillée, déjà, j'étais pas en colère par rapport à ce qui m'était arrivé. Je savais ce qui m'était arrivé, mais je voulais comme le mettre entre parenthèses et le fuir, comme si c'était pas vraiment mon combat. Moi, je voulais absolument sortir de l'hôpital, retrouver une vie normale, retourner au lycée avec mes potes. C'était important pour moi parce qu'en fait, j'avais 16 ans. Je rentrais vraiment dans ce côté un peu autonome, loin des parents. On essaie de fuir un peu ça, on a notre vie au lycée. Et donc, quand on se retrouve comme être à nouveau un enfant à l'hôpital à l'âge de 16 ans, moi, très vite, j'ai eu besoin de ce cocon-là, j'ai eu besoin de mes parents, j'ai besoin de me sentir proche, entourée, aimée, parce que c'est ça qui m'a sauvé la vie, c'est vraiment ce cadre autour de moi. Mais in fine, j'avais aussi besoin très vite de fuir ça pour dire, ok, c'est comme si ça m'était pas vraiment arrivé. Donc pendant longtemps, quand on me proposait, par exemple, il y avait des grands brûlés à l'hôpital qui auraient pu venir me parler, moi j'étais tellement off un peu de ce qui m'était arrivé que je me disais, non mais en fait, j'ai même pas envie de leur parler parce que ma vie ne sera pas la leur. Ma vie va continuer, même si... je savais qu'elle serait plus jamais comme avant. En fait, à partir du moment où on m'a tendu un miroir à l'hôpital, j'ai dû apprendre à faire le deuil de celle que j'avais été. Et c'est dur. C'est dur quand en plus on est une femme qui rentrait dans les standards. Tu vois, j'étais une jeune femme de 16 ans qui n'avait pas d'acné, qui n'avait pas de boutons sur la peau, qui n'avait pas d'imperfection. J'étais gymnaste, je faisais une taille 34. Donc en fait, moi, je ne connaissais pas trop la différence. Et d'un coup, d'un seul, tout bascule. La vie te prend littéralement tout. Et dans ce reflet, je vois une femme qui fait 33 kilos, donc qui a perdu énormément de poids, qui a maigri, qui a plus de poitrine. Tous les symboles auxquels je rattache ma féminité ont disparu. Et donc j'ai hyper peur. Et je pense qu'il vient de là mon déni en fait. J'ai hyper peur de ce que la vie va être. Et je me rends compte que tous mes rêves, toutes mes envies, ils sont un peu envolés en fait à travers ce reflet. Donc je prends très vite conscience de plein de petites choses qui me font me dire qu'à ce moment-là, j'ai deux choix. C'est soit j'abandonne tout, je reste enfermée chez moi, soit je me mets dans le déni un petit peu de ce qui se passe et j'essaie d'avancer. Est-ce que tu peux raconter un peu ce qui t'est arrivé pour que les gens puissent comprendre aussi? Peut-être aussi en termes de durée,
l'âge auquel c'est arrivé, ensuite combien de temps tu as passé à l'hôpital, combien de temps on passe à l'hôpital en fait quand il nous arrive quelque chose comme ça. Alors en fait, on ne soupçonne pas vraiment la gravité et l'intensité d'un combat chez le Grand Brûlé. Donc moi j'avais 16 ans, c'était le carnaval organisé par mon lycée, on avait fait un costume complètement à la main. En fait le costume était hyper inflammable, on ne le savait pas, mais sur du jean, on avait mis du scotch double face de partout, et partout on avait mis des boules de coton pour faire un costume de mouton, en gros avec mon ami. Et à la fin de cette journée, je fume une cigarette, mon costume prend feu littéralement partout sur moi. Je reste consciente tout le long de mon accident, je ne perds pas connaissance. Il y a l'inhalation de la fumée, il y a la douleur, mais il y a aussi l'adrénaline. Il y a un truc en moi qui me dit il faut absolument que tu restes en vie. Une dame sort de chez elle, elle m'entend crier, elle arrose les restes du costume, mes parents arrivent, les pompiers arrivent. Le cerveau humain est quand même bien fait pour occulter la douleur. Il y a aussi une réaction physique par rapport à ce qui se passe quand on est brûlé aussi profondément. On a 3 zones de brûlure. La première, c'est un coup de soleil. La deuxième, c'est quand on se brûle et que ça commence à faire des petites cloques. Ça fait très très mal. C'est là où ça fait le plus mal d'ailleurs. Mais il y a un degré qui est encore plus profond, c'est le 3e degré. Et là, ça veut dire que toutes les couches de la peau, donc l'épiderme, le derme, et on arrive à l'hypoderme, ont toutes été touchées. Et là, en fait, la sensation de douleur diminue, voire disparaît. En fait, il faut quand même garder en tête que quand une brûlure ne fait pas mal, c'est qu'elle est grave. Et donc bref, moi j'ai été brûlée donc, sur 40% du corps au 3e degré, donc on a dû prendre de la peau saine là où je n'étais pas brûlée pour faire des greffes de peau. Et toute cette opération, elle est tellement insidieuse, ça fait tellement mal qu'on plonge en fait le patient dans un coma artificiel. C'est pour ça que là, on a beaucoup de jeunes de Crans-Montana qui sont actuellement dans le coma artificiel, qui sont actuellement endormis. On les a volontairement plongés dans ce coma pour prodiguer les premières opérations qui sont trop douloureuses pour les subir en étant réveillés. Et donc moi, je passe 3 mois en fait dans ce coma artificiel. Il a duré plus longtemps pour moi parce que mon pronostic vital est resté engagé tout ce temps. Voilà, et donc en tout, j'ai eu mon accident le 12 février, j'ai passé 3 mois dans le coma artificiel. Ensuite, après tout ça, quand on se réveille, il y a la rééducation. Et la rééducation d'un grand brûlé, c'est vraiment le combat de l'après. En fait, on pourrait croire que ça y est, on a eu cet accident, il s'est passé ce qui s'est passé, on se réveille et ça y est, on va pouvoir rentrer à la maison, ça serait un peu trop beau pour être vrai. Il y a tout l'après qui suit et l'après est vraiment très compliqué parce que ça rajoute en fait un poids mental, une charge mentale qui est hyper douloureuse où tu te dis non mais déjà j'ai pris feu en gros. Moi je me disais souvent ça, mais j'ai pris feu, ça n'a pas suffi. Enfin, il y a encore tout cet après où pour reconstruire la peau d'un grand brûlé, même si on nous apprend très vite que la peau ne redeviendra jamais comme avant, il faut la traiter de plein de manières différentes. Donc quand on a des greffes de peau, quand on a été brûlé, en fait la cicatrice gonfle, on appelle ça une cicatrice hypertrophique. Et pour diminuer l'aspect de cette cicatrice qui va être en relief, il faut l'aplatir. Et pour l'aplatir, on va porter des vêtements compressifs qui sont faits sur mesure. On va porter des fois des minerves, donc moi j'ai eu ça au niveau du cou pour aplatir les cicatrices, donc comme une minerve en plastique dans laquelle on met du silicone. Et ça c'est pendant minimum 1 an. Minimum 1 an, et ces choses-là, donc on appelle ça des appareillages qui sont faits sur mesure, on doit les porter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et là, c'est une période où tu reprends les cours et tout ça, où là, tu vas aller... Tu commences souvent en période de rééducation, donc tu retournes à l'école en fait appareillé. Et donc ça rajoute en plus du fait d'être déjà brûlé, de te dire ah ok, je vais devoir aller à l'école là avec ma minerve, ok. Et à 16 ans, comment tu gères du coup le regard des autres? Comment il a été aussi? Est-ce que c'était... ils ont été sympas? Est-ce que ça a été très dur? Est-ce qu'il y a des questions intrusives, peut-être pas méchantes, mais maladroites? Parce que c'est des ados, donc comment... tu vois, c'est le message que je transmettrai moi aujourd'hui. On parle beaucoup de harcèlement, on parle beaucoup des fois de la connerie un peu des ados, de s'harceler comme ça, d'envoyer des vannes et tout, mais personnellement, j'ai eu un élan de solidarité qui a été fou. C'est-à-dire qu'au moment où je me réveille du coma, j'ai mon groupe d'amis qui vient me voir à l'hôpital quand je suis réveillée, qui me tendent un carnet et une vidéo, une clé USB qui dure 9 minutes. Et en fait, ils avaient fait une vidéo de tous les gens du lycée. C'était lunaire. Je crois que je l'ai encore, cette vidéo, elle est folle. Où tout le monde dit, genre mes profs et tout, c'était un truc de mal, les proviseurs et tout, disaient « Viens Julie, on t'attend ». Genre, j'ai eu un élan de solidarité où cet accident, si tu veux, il avait tellement marqué que tout le monde me disait « rentre à la maison », tu vois. Ça me donne des frissons, c'est trop beau. J'en ai pas beaucoup parlé de cette vidéo parce qu'à chaque fois, elle me... Mais du coup, en fait, et donc dans ce carnet, il y a plein de mots. Dans la vidéo, tout le monde me dit de revenir. Et donc, je me sens hyper safe de rentrer. T'as moins cette appréhension peut-être. Voilà, tu vois, de retourner au lycée. Donc, c'est un conseil qu'on pourrait vraiment donner si
bah, vous avez un proche, un ami à qui il arrive quelque chose au lycée, en fait, tendez-lui la main et dites-leur vraiment que vous les attendez, parce que moi, c'est ce qui m'a redonné vraiment envie, finalement, de retourner aussi à cette vie un petit peu d'avant, même si elle était complètement différente. Et dans ta lettre, tu dis pourquoi moi? C'est une question que sûrement ils vont aussi se poser là quand ils vont se réveiller ou peut-être actuellement. Toi, comment tu as répondu à cette question? Il y a deux, en vrai, il y a deux pourquoi moi. Le pourquoi moi, il englobe plusieurs questions. La première, c'est pourquoi ça m'est arrivé à moi. Et la deuxième question, c'est pourquoi je suis restée en vie. La deuxième question du pourquoi moi, elle amène souvent un peu un syndrome du survivant, de vouloir faire de ta vie absolument quelque chose de grand. Il peut y avoir plusieurs réactions à ça. Tu vas pouvoir aussi jouer des fois proche de la mort. Enfin, tu vas vouloir faire des sports hyper extrêmes, te mettre en danger parce que tu as déjà frôlé la mort. Tu peux avoir une réaction de te dire je suis déjà en vie, je vais vouloir donner du sens à tout prix. Moi, c'est ce que j'ai voulu faire, tu vois, surmonter l'accident. Et le pourquoi moi, c'est aussi pourquoi ça m'est arrivé à moi. Moi, j'ai fini par trouver une réponse dans tout ça. C'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Pourquoi moi? Pour aider les autres, pour ouvrir une voie, pour démocratiser le combat des grands brûlés. Tout le monde ne trouvera pas la réponse absolue à ce pourquoi moi. Elle fait mal, cette question. Elle fait mal parce que ils vont forcément se la poser, ils vont forcément se demander pourquoi ils sont restés en vie et pourquoi pas certains de leurs amis. Qu'est-ce qu'ils doivent faire de cette vie? Et c'est pour ça qu'il faut absolument se tourner vers les associations, je crois. Il faut absolument être accompagné, il faut absolument se tourner vers des assos qui les redirigeront. Il faut oser parler. Et par rapport à toi, à ton rapport du coup à ton corps, au fait aussi de vouloir te mettre en couple aussi, parce que à 16, 17, 18 ans, c'est aussi une des principales questions des ados à ce moment-là et des jeunes. Toi, comment tu l'as vécu? Est-ce que ça a été un rejet? Est-ce que où tu te dis que tu n'avais peut-être plus le droit, je ne sais pas, comment tu vis ça? Et qu'est-ce que tu dirais aussi aux personnes qui vont se dire « Ah, mais je ne vais jamais réussir à séduire » ou C'est long, hein. C'est très très long, on ne va pas se mentir. Moi, j'ai eu des copains avant mon accident. Quand j'ai eu mon accident, par contre, je n'étais pas en couple au moment où ça m'est arrivé. Et donc, je crois qu'avant de retrouver quelqu'un dans ma vie, déjà, il s'est passé bien 2 ans et demi où j'étais seule et où j'étais seule. Et où pendant ces 2 ans et demi, j'ai essayé de... En plus, moi, je suis un peu séductrice quand même. Enfin, j'aime bien, tu vois, j'ai toujours aimé un peu ce jeu avec les autres et tout. Et en fait, j'avais conscience que j'y avais pas trop le droit à ce moment-là. Enfin, en tout cas, c'est ce que les regards des gens c'est ce que je me disais. C'est pas que j'y avais pas le droit, c'est vrai que c'est ce que je me disais. C'est dans ma tête encore, tu vois. Mais je me disais que j'y avais pas le droit. Et en même temps, je tentais quand même parce que je me disais, sur un coup de... je sais pas. J'étais déter, hein, franchement, j'avais pas trop peur, j'essayais. Tu tombais face à des personnes bienveillantes, où c'était encore plus dur justement d'essayer quand même. Les personnes bienveillantes. Les garçons, moi je suis hétéro, les garçons à 17 ans, ils sont pas très bienveillants. Hein. Donc moi j'ai pris des phrases qui étaient très dures. J'ai pris des phrases où on m'a dit Julie, si t'étais pas brûlée, c'est sûr que ça aurait marché, parce qu'on m'a connue avant aussi. J'ai eu des garçons en boîte de nuit qui m'ont dit ah ouais, t'es trop bien foutue, mais par contre tes cheveux et ta peau c'est pas possible. Donc en fait les claques je les ai prises. Le premier conseil que je donnerais déjà, c'est n'attendez pas de quelqu'un qui soigne vos blessures, même s'il y a beaucoup d'espoir autour du fait de retrouver l'amour. Je connais personne qui n'a pas retrouvé l'amour, en fait, parce que l'amour, c'est universel. L'amour, c'est au-delà d'une identité, c'est au-delà d'un physique, c'est au-delà d'un accident, c'est au-delà de tout ce qui s'est passé. Il y a des histoires qui sont magnifiques. Donc ça reviendra, mais il faut aussi s'autoriser à se laisser le temps. Et c'est ça qui est dur en fait dans l'adolescence, parce qu'on voit autour de nous que tous nos amis retrouvent l'amour, on voit autour de nous que la vie continue, et nous on est là, on est brûlés au milieu, il nous est arrivé quelque chose, et on se dit mais moi aussi j'ai envie de ça en fait, et il faut apprendre à être un peu patient pour soi en fait, pour mieux s'accepter, pour mieux comprendre, et ça m'a jamais empêché de retrouver l'amour, ça m'a jamais empêché, je l'ai même peut-être trop fait en fait, parce que du coup dans tout ça, j'ai tellement voulu me reconstruire à travers les yeux d'un homme, que j'ai jamais été célibataire. J'ai toujours enchaîné en fait. Je me suis dit, non, on va se trouver un, machin. Et là, je vais me marier à la fin de l'année. Et c'est la première fois de ma vie où j'ai souvent dit, en fait, j'apprends à être célibataire tout en étant en couple. C'est la première fois de ma vie où j'ai l'impression que, en fait, l'amour que j'ai est tellement sain là maintenant que, en fait, ça y est, genre, je peux être moi-même, je peux travailler sur moi. J'ai commencé une thérapie. J'ai retrouvé ma vulnérabilité. Je suis sortie de ce mode de guerrière. Enfin, moi, j'ai beaucoup d'espoir par rapport à l'amour, en fait.
je suis une amoureuse de l'amour de toute façon. Je dis pas que ça a été facile. Franchement, je me suis posé 1000 questions. J'avais 16 ans, j'avais les cheveux courts, mes cheveux repoussés à peine. Et j'étais en soirée et je plaisais plus aux meufs qu'aux mecs. Ouais. Sincèrement, je me suis posé à un moment des questions sur ma sexualité en me disant, mais genre, est-ce que ça serait pas plus facile d'aimer les femmes? Oui, mais t'es prête du coup à sacrifier... Non, mais en fait, enfin, quoi qu'il, je suis hétéro, et donc voilà. Mais je me suis vraiment posé la question, c'est de te dire à quel point quand même, psychiquement, ce qui se passe, c'est quand même fou parce que je voyais bien que dans les yeux des femmes, il y avait plus de douceur, il y avait plus d'acceptation. Je me suis vraiment questionnée à un moment de me dire, attends, est-ce que j'aimerais pas les femmes quand même? Et en fait, non, dommage. Ça aurait été peut-être plus simple. Et tes amis avaient l'air super, du coup, vu la vidéo. Ouais. Mais est-ce qu'à un moment donné, effectivement, il y a eu un décalage, en fait, peut-être dans les deux sens? Parce que toi, si tu as pris 10 ans de maturité et qu'en même temps, tu te sentais en retard peut-être sur le couple, etc., comment tu as géré ça? Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller aussi, du coup, aux proches en amitié de ces personnes-là? Comment accompagner, comprendre sans comprendre, enfin, comprendre sans le vivre, c'est aussi... pas simple, mais pas impossible. Il y a eu, évidemment, il y a eu des décalages qui étaient énormes. Quand j'allais en soirée avec mes potes, parce que j'ai continué à faire des soirées et tout, tu vois, quand j'allais en soirée avec mes potes, bah, je finissais par passer ma soirée, quand c'était chez eux, par exemple, à parler avec genre, les grands-parents qui habitaient à côté, ou avec les grands frères, les grandes sœurs, ou avec les parents, des fois, qui étaient là, tu vois, plutôt qu'avec mes potes, qui, eux, se mettaient des quintes, voilà, enfin, testaient leurs limites, et... Ça m'est arrivé plein de fois, ça. Et aujourd'hui encore, la majorité de mes potes sont plus âgés que moi. Mais j'ai gardé ce cocon de toutes mes filles du lycée. C'est mes demoiselles d'honneur, tu vois, à mon mariage. Et en fait, même s'il y a eu un moment, un décalage, ce qui m'a aidée en fait avec elles, c'est que dans leurs yeux, je me suis jamais sentie différente et qu'elles n'ont jamais cessé de se comporter avec moi comme elles l'avaient fait avant. Mais en fait, c'est des meufs qui m'ont tenu la main, qui étaient là et qui m'ont dit, qui m'ont rien dit en fait, c'est genre... Juste, ça n'a jamais bougé. Et je crois que c'est ça le meilleur conseil. C'est déjà, en fait, le meilleur conseil, souvent, les accompagnants ne savent pas vraiment comment agir. Demander, en fait. Ouais. Demander comment agir. Oui, tu t'es pour de poser les questions. Et moi, je suis hyper pour poser les questions. Parce qu'en vrai, moi, tu vois, de moi-même, je peux te dire, ce dont j'avais besoin, c'était qu'on se comporte avec moi comme si c'était rien passé. Okay. Parce que j'étais dans le déni. Ouais. Mais ce déni-là, ils vont le vivre aussi sûrement. Ils vont le vivre aussi sûrement. Ouais. Mais peut-être que quelqu'un ne sera... C'est hyper propre à chacun l'histoire qu'on vit, mais peut-être que quelqu'un va se réveiller qui ne sera pas du tout dans le déni et qu'il aura besoin qu'on se comporte avec lui, avec ce qui s'est passé. Ouais. Et qu'on parle de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui va se passer. Moi, je pense que la meilleure des solutions quand on ne sait pas comment agir, en tout cas là, dans l'accompagnement des victimes, les proches, c'est de dire de quoi tu as besoin. Et côté parents, frères et sœurs, c'est aussi pour le coup... peut-être plus choquant que pour les amis encore. Ouais. Toi, comment tu as vécu ça et qu'est-ce que tu conseilles? Parce que pour le coup, ils vivent un drame aussi, donc comment gérer ça quand c'est ton enfant ou ton frère ou ta sœur? Après, il y a pas... Effectivement, toi, comment ça a fonctionné? Ça ne sera pas recette miracle forcément pour tout le monde. Il y a une recette miracle. Hein. Ouais. Il y a la recette miracle, c'est de consulter, en vrai. Ouais. La recette miracle, c'est d'être accompagné pour tout le monde. Vraiment. Parce que un accident comme ça, il touche chaque personne de la famille. Il y a la victime, les accompagnants, et chaque accompagnant souffre à sa manière, et tout le monde a une manière différente de réagir. Si je le mets à mon échelle, ma mère, c'est comme si elle avait eu l'accident avec moi. Elle est tombée même plus que moi, en vrai. Mon père, il a pris toute la famille sur ses épaules sans jamais écouter ce qu'il ressentait vraiment, en mode guerrier un peu aussi. Et vas-y, les papiers, l'administration, les allers-retours, l'hôpital, les soins, etc. Mon grand frère, il a attendu que je rentre à la maison. Dès que je suis rentrée, il s'est barré en Australie. Okay. Et mon petit frère avait 11 ans. Il s'est retrouvé, du coup, c'était le petit dernier de la famille. On connaît les petits derniers. C'était le petit dernier de la famille. D'un coup, toute l'attention de mes parents est passée sur moi. Donc lui, il s'est senti hyper seul. Et donc mon petit frère, il a complètement arrêté de parler, en fait. Okay. Voilà, pendant des mois, il parlait plus, quoi. Il s'est renfermé énormément. On aurait dû être conseillé plus à l'époque pour dire que tout le monde avait besoin de parler. Tout le monde avait besoin de parler. Et là, aujourd'hui, moi, j'ai plus confiance en tout ce qu'on a démocratisé autour de la santé mentale, en fait. J'ai plus confiance dans le fait que les gens vont savoir d'office qu'il va falloir parler, plus confiance dans le fait qu'ils vont se tourner vers des associations parce que, encore une fois, c'est un événement majeur. C'est pas un cas isolé, là, c'est tellement de personnes en même temps que je pense que ça va aider. Toi, tu t'es mis sur les réseaux sociaux, c'était pour toi au début ou pour aussi offrir un modèle de représentation pour les autres
aussi. C'était quoi ton objectif? En quoi comment ça t'a aidé? Les deux. Le premier, on va pas se mentir, le premier c'est un appel au secours. Ouais. Le premier c'est pour moi, c'est un appel au secours. C'est toujours lié à cette impression d'être seul au monde et donc de vouloir montrer aux gens, une bonne fois pour toutes, ce que c'est un brûlé. Je me suis dit, en montrant aux gens sur les réseaux les cicatrices, dans la rue, j'aurais peut-être moins de regards. C'était ça la base de 12 février quand je l'ai lancé de mon compte Instagram. Et parallèlement à ça, après le combat, il a évolué parce que je me suis vite rendu compte qu'en fait, la différence de manière globale était très peu démocratisée, surtout il y a 13 ans en arrière. Et donc je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de libérer la voix de tout le monde, quoi. C'est pas parce qu'on a eu un accident, c'est pas parce qu'on est différent des normes qu'on nous impose qu'on doit subir ces regards-là, qu'on doit vivre reclus chez soi, qu'on ne doit pas s'autoriser à mettre des robes et des shorts sous prétexte que notre peau elle est différente. Moi, ça me rendait ouf et ça me rend toujours ouf en vrai. Tu es marraine de l'association Burn and Smile du coup. Ouais. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites là? De toute façon, je pense qu'il y en a plusieurs associations, mais concrètement, si les victimes là, veulent voir avec une association, qu'est-ce que vous leur proposez? Comment vous les accompagnez? Alors, sache qu'il n'y a pas tant d'assauts. Ouais. Il y en a deux. Ah ouais, ok. Ouais, non, il y en a deux. Il y en a deux. Ouais. Il y a l'association des Grands Brûlés de France et il y a l'association Burn and Smile. Quand un Grand Brûlé se dirige vers l'association, il y a plusieurs points. Déjà, quand on est accidenté, il faut qu'on soit accompagné juridiquement. Donc, juridiquement, l'association va faire en sorte d'essayer de vous trouver un avocat qui est spécialisé en préjudice corporel et encore plus dans la brûlure parce que c'est deux choses qui sont hyper spécifiques. Donc, en fait, c'est juste un accompagnement sur l'après. Sur, ok, bon, là, vous arrivez chez nous, là, vous êtes brûlé. Il y a un accompagnement juridique, un accompagnement thérapeutique. Burn and Smile, par exemple, ils ont mis en place sur Facebook, tu sais, tu as des groupes Facebook, donc c'est toute une communauté. Je crois que maintenant, il y a 3000 ou 4000 personnes. C'est comme un forum. Et ils échangent entre eux sur les crèmes, sur des conseils, etc. Et là, moi, de mon côté, donc le 12 février prochain, donc c'est la date de mon accident à la base, j'organise un gala caritatif au Royal Monceau, où les dons seront reversés moitié-moitié, je pense, à l'association Flavie en Suisse qui va s'occuper donc de tous les grands brûlés de Crans-Montana et à l'association française Burn and Smile. Et tu parlais de ton changement de pseudo qui accompagne aussi, toi, un changement aussi dans ta vision de voir les choses et de te définir. Est-ce que tu peux parler un peu de ça justement, parce que c'est aussi un message d'espoir, je pense, pour tous ceux qui en sont là au tout début du chemin que tu as parcouru toi. Comment, à un moment donné, effectivement, tu dépasses l'accident et ça fait partie de toi, mais c'est pas que toi. Je me suis beaucoup identifiée évidemment à ce qui m'était arrivé parce qu'à un moment, c'est central à notre vie. Quand on apprend toutes les étapes de reconstruction, quand on passe par tout ce dont on vient de parler, l'amour, retrouver un travail, etc. Quand on fait face à de la discrimination, en fait, l'accident est central à notre vie et puis il arrive peut-être un moment, quelques années plus tard, peut-être plus pour d'autres et moins pour certains, mais où on réalise, heureusement, qu'on est plus que ce qui nous est arrivé. Et je crois que le message d'espoir, il est là, en fait, c'est qu'on peut avoir un accident, on peut avoir une maladie, il peut nous arriver quoi que ce soit dans la vie. À un moment, on se rend compte qu'on n'est pas ce qui nous arrive. Et le message d'espoir, pour moi, il était là, parce que pendant des années, j'ai été connotée à la fille brûlée. Et en même temps, c'est aussi ce que j'ai été, c'est aussi ce que je suis. Mais pendant longtemps, je croyais que je n'étais plus que ça, en fait. Par le regard des gens, je pensais que je n'étais que la fille brûlée. Quand on me regardait différemment, je me disais, oui, c'est parce que je suis brûlée. Aujourd'hui, il y a un prisme un peu plus qui s'est ouvert en me disant, peut-être qu'on me regarde pour autre chose, et parce que je suis autre chose, en fait. Donc, il y a un après qui existe, au-delà de l'accident et au-delà de la brûlure. Et voilà, on arrive au bout de ce témoignage, j'espère qu'il vous a intéressé et parlé. Un grand merci à Julie d'avoir accepté de nous parler de ce passage de sa vie. Et si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner.